Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, à peine élu et déjà contesté, le nouveau président algérien Abdelmajid Tebboune promet de rompre avec le régime et de répondre aux revendications du mouvement Irak. Cette déclaration suffira-t-elle à calmer la rue? Rien n'est moins sûr. Premier grand oral pour le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a livré ce vendredi devant les parlementaires réunis en congrès un discours sur l'état de la nation, les temps forts dans ce journal. Et puis le collectif contre l'impunité ne baisse pas les bras au Burkina Faso. Ses membres ont réclamé ce vendredi lors d'un meeting de commémoration que justice soit rendue dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Mais avant de développer ces titres, première décision de justice contre Omar El-Béchir. L'ancien président soudanais a été condamné ce samedi par un tribunal de Khartoum à 2 ans de détention dans un centre correctionnel pour corruption. Le juge a également prononcé la confiscation des fonds retrouvés à son domicile après son arrestation. Il s'agit d'environ 6,9 millions d'euros, 352 000 $ et 5,7 millions de livres soudanaises. Parallèlement, les autorités de transition ont annoncé la dissolution des organisations professionnelles mises en place sous son régime, conformément aux revendications du mouvement de contestation qui a conduit à sa chute. Not my president, pouvait-on entendre dans les rues d'Alger ce vendredi. À peine élu, Abdelmajid Tebboune est d'ores et déjà conspué par des manifestations de masse. Pour des millions d'Algériens, il représente la continuité d'un système dont ils ne veulent plus. Comment gouverner dans de telles conditions? Eh bien, les défis du nouveau chef de l'État s'annoncent titanesques. On fait le point tout de suite avec Marcel Farba Maroun. Élu président de la République d'Algérie vendredi, avec 58,14% des voix selon les premiers résultats, Abdelmajid Tebboune, 73 ans, fait face à de nombreux challenges. Dans un contexte politique, social et économique des plus défavorables, l'ancien Premier ministre du président Bouteflika aura à relever comme principal défi son déficit de légitimité populaire. M. Tebboune, le nouveau président, a déjà devant lui l'équation du mouvement populaire. C'est-à-dire il est appelé à ouvrir des voies de dialogue avec le mouvement, écouter les bases populaires de ce mouvement. Deuxième lieu, il y a les détenus, par exemple, d'opinion, les détenus qui ont été arrêtés à cause de l'emblème, Mazir, etc. Le nouveau président algérien devra en outre établir une stratégie qui lui permettra de gérer l'influence de l'armée algérienne, en particulier celle du général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major. Il est vrai que l'armée, surtout ces derniers mois, a énormément joué un rôle important. L'armée dès le départ, en refusant d'aller vers une période de transition, a déclaré que le prochain président aura mené les réformes politiques, économiques et sociales dans le pays. Et donc le nouveau président est obligé d'assurer l'armée quant à la volonté d'aller vers de véritables réformes. Un autre défi attend Abdelmajid Tebboune, celui de trouver un consensus avec le reste de la classe politique, toutes tendances confondues, lui qui s'est présenté comme candidat indépendant. En rappel, les résultats définitifs devraient être prononcés par le Conseil constitutionnel dans les jours à venir. Et sachez que pour sa première sortie ce vendredi, le président élu Abdelmajid Tebboune a appelé au dialogue. Seule voie, selon lui, à même de sortir le pays de l'impasse actuelle. Il propose un changement profond de la Constitution pour marquer une rupture totale avec l'ancien régime. De la parole à l'acte, conformément aux recommandations du Grand Dialogue national, les députés se sont réunis en session extraordinaire sur ordre du président camerounais Paul Biya pour examiner un projet de loi qui prévoit entre autres la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils ont 15 jours pour statuer. On fait le point dans ce sujet de Nathalie Mo. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 13 décembre 2019 à l'hémicycle de Yaoundé. Les députés sont appelés à légiférer sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Des assises qui s'ouvrent alors qu'un double scrutin municipal et législatif se prépare au Cameroun. C'est
c'est une indication quand même. Ça va apaiser la population, ça va aussi donner les raisons pour lesquelles les gens vont avoir la confiance que bon, l'avenir est là, avoir l'espoir. Réunis en urgence sur instruction du chef de l'État Paul Biya, les députés disposent de 14 jours pour statuer sur le processus de décentralisation au Cameroun. Des observateurs pensent que de cette session naîtra un contenu clair du statut particulier des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut donc un document qui va donner à toutes les régions les spécificités, surtout au niveau des sous-systèmes éducatifs, au sous-système judiciaire et dans toutes les 10 régions, on donne les moyens, on donne l'autonomie. La décentralisation a été instaurée au Cameroun par la Constitution du 18 janvier 1996. Mais sur le terrain, ce mode d'administration a connu beaucoup de retard à se concrétiser. Un constat qui a poussé à l'inscription de la décentralisation comme un des sujets majeurs du Grand Dialogue national d'octobre 2019 au Cameroun. 8 jours pour trouver des moyens de sortie de crise. Le dialogue national inclusif s'est ouvert ce 14 décembre au Mali en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Au programme, des ateliers avec des acteurs issus des forces vives de la nation tels que les religieux et les hommes politiques. Au total, 3000 participants ont été enregistrés, parmi lesquels des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad qui ont d'ailleurs obtenu au préalable que l'accord de paix d'Alger de 2015 sur le Nord Mali ne soit pas révisé durant ces rencontres. La majorité de l'opposition, en revanche, a opté pour le boycott, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour ces assises. 2h34 pour son premier grand oral devant les deux chambres du Parlement. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris le temps de revenir sur les grands axes de la politique qu'il a engagée depuis son arrivée à la tête de l'État. Corruption, insécurité, réforme économique, toutes les grandes préoccupations ont été abordées. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé aux députés et sénateurs réunis en congrès ce samedi 13 décembre 2019, dans un contexte de gestion du pays qui impose la coalition avec la famille politique de l'ex-chef de l'État, une coalition avec plusieurs zones de turbulence. Le président de la République s'est montré rassurant en saluant le courage de son prédécesseur. Je voudrais ici saluer le courage de mon prédécesseur et frère, Joseph Kabila Kabange, qui a tenu à respecter son engagement constitutionnel, celui de permettre au peuple congolais de choisir librement ses nouveaux dirigeants. De la politique et la diplomatie au sport, en passant par l'économie, le social et la sécurité, c'était un long discours de près de 3 heures prononcé par le chef de l'État. La guerre à Beni et ses environs, avec ses tueries, est une préoccupation pour le numéro 1 congolais qui a salué la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo. La situation qui nous préoccupe encore est celle prévalant dans le Grand Nord, à Beni et Butembo. Dans l'Ituri, dans une partie du Sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, Uvira, Baraka et Fizi, le bilan de la grande offensive de nos forces armées est tout aussi satisfaisant. Le chef de l'État a non seulement exprimé son souhait de voir le mode de scrutin présidentiel revenir à 2 tours, mais aussi sa détermination de veiller à ce que les dispositions verrouillées de la Constitution ne soient pas modifiées. Notons que c'est le premier discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République Félix Tshisekedi depuis son avènement à la tête du pays. Et sachez que 6 civils ont été assassinés ce samedi dans une nouvelle attaque contre la ville de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce malgré la présence de l'armée qui a installé son état-major afin de lutter contre les groupes armés.
Et à quelques kilomètres de là, l'homme qui répare les femmes est témoin de ces tragédies. Le docteur Denis Mukwege, sacré prix Nobel de la paix en 2018, dénonce une situation toujours aussi tendue dans l'est de la République démocratique du Congo et la poursuite des violences sexuelles comme arme de guerre. De 1999 à 2018, pas moins de 55 000 survivantes ont été prises en charge dans l'hôpital qu'il dirige. Regardez ce reportage de Fraterne Ndakiaï Senga. Il est connu partout dans le monde comme l'homme qui répare les femmes. Le docteur Denis Mukwege est aussi devenu l'image de contestation contre les violences faites aux femmes dans la République démocratique du Congo. En 1999, il fonda l'hôpital de Panzi pour aider les jeunes mères victimes des complications après leur accouchement. Mais très vite, c'est une autre mission que va remplir ce gynécologue. En cours de route, cette question des violences sexuelles m'a attrapé et aujourd'hui, ça prend presque 60% de mon temps. Les femmes, elles venaient ici à l'hôpital, elles nous racontaient plein d'histoires. Elles avaient des blessures qui ne pouvaient pas s'expliquer autrement que par une violence faite avec un viol fait avec extrême violence. Mais elles avaient toujours tendance à expliquer qu'elles sont tombées en calfouchon, elles ont été empalées par la corne d'une vache ou d'une bête, etc. Face à une situation d'urgence et complexe, le docteur Mukwege commence alors la longue lutte contre les violences sexuelles comme arme de guerre en République démocratique du Congo. En octobre 2018, il remporte le prix Nobel de la paix aux côtés de l'Irakienne Nadia Murad. Une grande victoire, même si le chemin reste encore long après 20 ans de combat. Il faut lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité, ici, il faut que la justice dans la justice nationale et internationale puisse être activée pour que lorsque ces crimes sexuels se commettent, qu'ils ne restent pas impunis. La justice, ce n'est pas seulement pour réprimer les bourreaux, mais c'est également un moyen de lutter contre la répétition. Face aux atrocités que subissent les femmes dans le monde, notamment sur le continent, le docteur Mukwege veut étendre son travail jusque dans les pays les plus touchés de l'Afrique. En effet, dès janvier 2020, son modèle sera dupliqué en République centrafricaine. 21 ans après son décès, Norbert Zongo est toujours dans les mémoires au Burkina Faso. Un hommage a été rendu ce vendredi au journaliste d'investigation assassiné le 13 décembre 1998 avec ses compagnons d'infortune. À l'occasion pour le collectif contre l'impunité de réclamer encore une fois justice. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Au Burkina Faso, le collectif contre l'impunité a procédé ce vendredi 13 décembre à un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes du journaliste Norbert Zongo et de ses défunts camarades assassinés le 13 décembre 1998 à Sapuy, rituel au cours duquel l'association des journalistes du Burkina AJB, par la voix de son président Guézouma Sanogo, a rendu un hommage aux journalistes en égrénant des faits qui n'auraient pas échappé à sa plume de son vivant. Au Burkina Faso, ton cher pays, c'est pays pour lesquels tu t'es sacrifié pour que vivent à jamais les flambeaux de la liberté, la presse fait désormais face à des zones rouges décrétées à travers le code pénal. La presse est désormais bâillonnée sous le couvert du terrorisme, au moment même où le peuple est martyrisé par des individus sans foi ni loi. 21 ans après le drame, la justice se fait encore attendre. Cependant, le collectif se dit confiant quant à l'avis favorable récemment émis par la justice française pour l'extradition de François Compaoré, présumé commanditaire dans ce dossier, et frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. Naturellement, puisque nous sommes à l'heure des demandes de clarification, nous demandons aux demandeurs de clarification en chef, Emmanuel Macron, de nous clarifier sur la suite réservée à l'avis émis par la justice française. Une gerbe a également été déposée en mémoire de Flavien Nébier, du nom de cet élève assassiné le 6 décembre 2000 au cours d'une manifestation, ainsi que des victimes de l'insurrection de 2014 et du coup d'État d'octobre 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.